il est clair que les relations entre l'Amérique de Biden et celle de Poutine ne seront pas du tout les mêmes, seront beaucoup plus tendues que du temps de Trump. Effectivement, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous revenons aujourd'hui sur la montée en cours des tensions entre les États-Unis et la Russie et aussi entre l'Amérique et la Chine avec leurs implications possibles dans notre région. Pour en parler, en ligne avec nous depuis Tel Aviv, Michel Taubman. Bonjour et shalom Michel. Bonjour Richard. Michel, vous êtes journaliste, ex-chef du bureau parisien de l'information à la chaîne franco-allemande Arte, ancien rédacteur en chef de la revue Le Meilleur des Mondes. Vous êtes aussi essayiste et directeur d'ouvrage aux éditions de l'Archipel, ainsi que co-auteur d'un ouvrage qui a fait référence, L'histoire secrète de la révolution iranienne, un livre paru en 2009 aux éditions de Noël. Alors, la remarque, je rentre par là même dans le vif du sujet de notre entretien, la remarque percutante et je dois dire assez surprenante du président américain Joe Biden, qualifiant voilà quelques semaines son homologue russe Vladimir Poutine d'assassin lors d'une interview à la chaîne de télé NBC qui restera une remarque, je dirais certainement dans les annales. Eh bien, est-ce qu'elle illustre cette petite phrase, le fait que nous sommes bel et bien entrés dans une sorte de nouvelle guerre froide entre les deux superpuissances, ou bien alors, comme certains l'ont supposé en voulant minimiser l'incident, ce ne serait qu'une sorte d'écart sans lendemain qui aurait ainsi permis à Biden de se faire les dents au début de son mandat? Écoutez, vous posez d'excellentes questions et vous posez bien les deux termes et ma réponse sera entre les deux parce qu'on peut constater ce qui est aujourd'hui, on ne peut pas savoir exactement comment les choses vont évoluer, on ne peut jamais savoir comment les choses vont évoluer. Alors c'est vrai que d'abord il faut resituer les choses dans leur contexte. Le président Biden répondait à une question d'un journaliste de la chaîne ABC qui lui a demandé si Poutine était un tueur. Et il a répondu oui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que de faire une déclaration pour dire je suis président des États-Unis et j'accuse le président de la Russie d'être un tueur, mais il a quand même répondu oui. Il aurait pu dire écoutez, c'est plus compliqué que ça, voilà. Alors, est-ce que c'est une gaffe? Apparemment, il n'a pas démenti. Est-ce que si le journaliste avait posé autrement, d'autres termes, il avait dit est-ce que Poutine est quelqu'un de très autoritaire, il aurait répondu oui, il n'aurait peut-être pas ajouté tueur. Le fait est qu'il a assumé ses propos. Et c'est évidemment, sur le plan diplomatique, c'est plutôt le style Trump que le style traditionnel de la diplomatie américaine. Il a surpris tout le monde, oui, tout à fait. Il a surpris tout le monde parce que Biden, que Donald Trump avait caricaturé comme Joe l'endormi, un vieux grand-père plutôt pépère, tranquille, là, il a parlé comme Trump. Mais il a dit sans doute le fond de sa pensée. Alors, il faut toujours resituer les choses dans leur contexte et effectivement, c'est au moment où Biden vient d'arriver au pouvoir et il veut se démarquer de Trump. Et il réagit alors qu'un rapport des renseignements américains vient d'être déclassifié et met en cause gravement la Russie pour son intervention dans les campagnes électorales américaines et pour avoir surtout favorisé Donald Trump. Et donc là, c'est un jeu de ricochet. Sur le plan intérieur, Biden est en train de créer un cordon sanitaire pour se démarquer totalement de Trump. Et effectivement, si les services de renseignement russes, ce qui est plus que probable, plus que avéré, sont intervenus en faveur de Trump contre Biden et précédemment aussi contre Hillary Clinton, c'est évidemment quelque chose qui est une mauvaise manière et qui n'est pas acceptable pour le nouveau président américain, et qui n'est pas acceptable pour les Américains. Donc là-dessus, il enfonce encore Donald Trump et en même temps, il donne satisfaction à son électorat qui veut vraiment un changement et qui veut que l'Amérique retrouve ce discours de droits de l'homme. Et donc là, on a évidemment un discours de critique par rapport à Poutine qui fait référence alors à ce qui se passe en Ukraine, à la Crimée et puis aussi à l'empoisonnement de l'opposant Navalny. Donc on a un dispositif qui se met en place où Biden définit une personnalité, une politique, des valeurs qui sont très différentes de celles de Trump. Alors, est-ce que ça va déboucher sur une nouvelle guerre froide? En tout cas, il est clair que les relations entre l'Amérique de Biden et celle de Poutine ne seront pas du tout les mêmes, seront beaucoup plus tendues que du temps de Trump. Alors, vous les évoquiez en passant rapidement, mais sur le fond,
quels sont, et moins en termes de conjoncture, mais en termes plutôt de structure, quels sont les facteurs qui ont provoqué ces nouvelles tensions, donc États-Unis-Russie, qui ne datent évidemment pas de l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche en janvier dernier? Alors, est-ce que ce serait, entre autres, la stratégie géopolitique de Poutine, de moins en moins européano-centrée, malgré le fait que la Russie a joué un rôle, je dirais, non négligeable en Crimée et en Ukraine, et un rôle, en fait, et un focus qui serait celui de Poutine maintenant, beaucoup plus asiatique, qui aurait accru ces tensions. Vous évoquez les interventions cybernétiques de la Russie, mais au plan géopolitique, est-ce que ce n'est pas ce souci de la Russie de Poutine de se tourner plus vers l'Asie que vers l'Ouest? Alors écoutez, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même d'abord un effet spectaculaire du style Biden et aussi de la politique étrangère de Biden qui est très différente de celle de Trump. Donc, indépendamment des sujets traités, le conflit en Ukraine, il existe depuis 2014 et les Américains ont toujours dit beaucoup moins du temps de Trump lors des accords, ont posé des sanctions. Il y a un retour de l'Amérique dans le concert international et il y a une réconciliation du camp occidental. Et donc là, on l'a vu avec l'attitude de Biden par rapport à l'Union européenne, une attitude qui tranche totalement avec celle de Donald Trump. Le multilatéralisme et l'union à nouveau des Occidentaux est en train de se refaire, et ça tranche avec l'unilatéralisme de Trump. L'Amérique d'abord, de Trump. Là, c'est le camp occidental d'abord, et finalement, on revient à quelque chose d'assez traditionnel, qui est le camp occidental, l'Europe, les Américains, face à la Russie. Et là, le terrain sur lequel ils peuvent se retrouver, c'est évidemment l'Ukraine. C'est évidemment l'Ukraine, avec d'autant plus avec le fait qu'on a depuis quelques semaines une montée des tensions. Il y a eu plus de 20 morts depuis le début de l'année, de soldats ukrainiens principalement qui ont été tués par l'armée russe. On a des mouvements de troupes, on a une montée de la tension qui est alimentée par les Russes, qui ne va pas forcément déboucher sur un affrontement. A priori, les observateurs ne sont pas pessimistes de ce point de vue-là, mais des deux côtés, côté américain, européen et côté russe, on fait monter les enchères. On est en train de poser des conditions qui sont quand même, qui créent de la tension, peut-être pour une nouvelle négociation autour de l'Ukraine, autour de la Crimée, et on le verra aussi autour de l'Iran. Alors, est-ce à dire, du fait de ces tensions qui vont assez croissantes, même si elles ne sont pas globales, elles sont sectorialisées, mais elles sont présentes, est-ce à dire qu'il y aura dans ce face-à-face qui se durcit entre Moscou et Washington, des risques que les pourparlers bilatéraux sur le désarmement nucléaire soient, quant à eux, définitivement interrompus, d'après vous? Ou est-ce qu'il y a des conséquences stratégiques dans ce domaine? Alors écoutez, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que la première prise de position, la première décision de Trump à peine élu, le surlendemain à peine investi, le 21 janvier ou le 22 Biden, janvier, vous voulez dire, pas de Trump. De Biden, juste après avoir été investi, ça a été de prolonger le traité New START, qui est le dernier traité, le dernier accord qui avait été signé par Obama et le président Medvedev à l'époque pendant l'intérim, quand Poutine était devenu Premier ministre en 2010. Donc ce traité, on ne relance pas les négociations avec la Russie, donc ça peut être vu comme négatif, mais on prolonge le plus possible, on prolonge de 5 ans le traité existant sur le désarmement. Donc il y a eu quand même cette préoccupation affirmée par Biden sur la question la plus essentielle sur le plan militaire et la plus spectaculaire et la plus symbolique, c'est le désarmement bilatéral Russie-États-Unis. Ça se poursuit, on n'avance pas plus, mais ça se poursuit. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas deux superpuissances, mais on a une troisième superpuissance qui est en train d'émerger. Et les Américains du temps de Trump avaient raison, et je pense que l'administration Biden apparemment maintient la même position. Il faut inclure la Chine dans la négociation. Parce que la Chine, pour l'instant, et on ne connaît pas réellement l'arsenal nucléaire chinois, et c'est vrai que cet arsenal est extrêmement en plein développement, extrêmement inquiétant, d'autant plus qu'on ne le connaît pas. Donc, on n'est plus dans une situation où on a deux superpuissances, on est dans une situation où, derrière la Russie, il y a une puissance qui est certainement sur le plan économique
sur le plan militaire plus importante aujourd'hui que la Russie. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui. Et pour revenir à votre question précédente sur la nouvelle guerre froide entre Russie et Chine, on peut mettre Russie et États-Unis, pardon, on peut mettre un bémol. C'est que la Russie, pour l'instant, est alliée de la Chine, mais peut-être que la Russie aura besoin aussi à un moment donné d'avoir d'autres alliés face à la Chine. Parce que la Chine, pour l'instant, est en train de se développer et de gagner du terrain partout, sur le plan économique, y compris sur le plan diplomatique, avec cet accord de partenariat avec l'Iran sur 25 ans, la Chine est en train de devenir une grande puissance au détriment de la Russie. Donc, la Russie ne va pas entrer dans une confrontation, je pense, très dure et très durable avec les États-Unis, parce que c'est une puissance, évidemment, mais c'est une puissance affaiblie. Absolument. Et ce n'est pas une puissance montante, contrairement à la Chine. Alors justement, vous y faisiez allusion, quelles implications pourrait avoir ce regain de tension Moscou-Washington au Moyen-Orient? On parlera peut-être aussi tout à l'heure du rôle de la Chine dans la région, mais notamment compte tenu du fait que la Russie a déployé une stratégie interventionniste depuis septembre 2015 dans notre région, en se mêlant de la guerre civile en Syrie pour défendre le régime Assad, et alors que de surcroît, Moscou maintient une alliance, son alliance traditionnelle avec l'Iran et la Turquie, deux pays très hostiles à Israël. Comment ça joue cette tension par rapport au Moyen-Orient ? D'abord, je ne mets pas la Turquie sur le même plan que l'Iran, puisque la Turquie est membre de l'OTAN. On le voit, la Turquie a des relations avec Israël. Donc, ce n'est pas la même chose. Hein. Les discours d'Erdogan, qui peuvent être très durs contre Israël, ne peuvent pas être mis sur le même plan que ceux des Iraniens, dont l'essence même, la substance même du régime est d'être antisionistes, anti-israéliens, et surtout qui sont dans une course pour avoir l'arme nucléaire. Donc, ceci étant dit, je pense que finalement, tout ce monde, je ne vais pas dire ce petit monde, parce que ce sont des grandes puissances, mais l'heure de vérité, pour tout ce monde, ça va être de se retrouver autour du dossier iranien. Et c'est peut-être là qu'on va un jour négocier en échange d'autres dossiers. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les Américains peuvent aussi négocier avec les Russes le dossier ukrainien, en échange aussi d'un coup de pouce pour faire revenir les Iraniens dans les clous. Mais ce dont je suis sûr aujourd'hui, et le nouveau dispositif international qui se met en place, pas seulement depuis maintenant, mais vous l'avez dit, depuis une dizaine d'années, confirme ça, c'est qu'on n'est plus en 2015 et que la négociation sur le nucléaire iranien n'est pas une négociation qui tournera au tête-à-tête entre les Américains et les Iraniens, ni même à la négociation à trois entre les Iraniens d'un côté et les Américains et les Européens qui sont aujourd'hui à peu près sur la même position, qui sont réconciliés de ce point de vue-là. Non, les puissances qui vont finalement, au dernier moment, peut-être être les arbitres de ce conflit entre les États-Unis, conflit, dialogue, reprise de dialogue, rupture des dialogues, et l'Iran, ça sera la Russie et surtout la Chine. Et donc, moi, je ne dis pas qu'il n'y aura, aujourd'hui, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas d'accord sur le nucléaire, mais je dis que cet accord, et je prends le risque de dire, parce qu'on peut se tromper, que cet accord, d'une part, c'est les Russes et les Chinois qui en seront les arbitres, et ça ne se fera pas aux conditions des Américains, mais ça se fera à des conditions sans doute plus favorables aux Iraniens, et surtout avec la garantie russe et la garantie chinoise. Donc, on peut imaginer un Iran qui soit au seuil nucléaire et qui soit dépendant, comme on l'avait envisagé à une époque, pour ça, par exemple, pour sa fabrication d'uranium enrichi, qui soit dépendant des Russes ou des Chinois. Mais ce qui est clair, c'est qu'on n'est plus en 2015, c'est que les Américains ont perdu beaucoup de terrain sur cette partie de la région, parce que sur le reste, avec les pays arabes et Israël, à travers les accords d'Abraham, les Américains ont maintenu quand même un rôle important, mais sur le nord du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran, tout ce qui est dans la zone d'influence russe, iranienne et chinoise, les Américains aujourd'hui n'ont plus de cartes, ou très peu. Donc c'est un nouveau dispositif qui se met en place, et l'heure de vérité, ce sera, je ne sais pas si c'est avant les élections iraniennes ou après, mais la négociation sur le nucléaire iranien. Alors, est-ce que, justement, vous évoquez la Chine, qui va devenir, enfin, qui est la seconde puissance économique mondiale et qui ne fait qu'augmenter ses capacités financières et économiques, et qui, en plus, créancière
des États-Unis eux-mêmes. Pensez-vous que ce nouveau bras de fer dont on parlait, russo-américain, est rendu plus sophistiqué, vous le disiez vous-même d'ailleurs, par le fait que depuis des années, la Chine est devenue donc cette puissance commerciale et stratégique montante, notamment dans la région du Pacifique, puisque déjà le président Obama s'était soucié de cette polarisation, et puis aussi dans notre région, puisque avec le fameux projet des gigantesques des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie qui consistent à la construction sur des chantiers immenses d'infrastructures de transport dans à peu près 55 pays, à la fois de l'Asie, du Moyen-Orient, mais aussi de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique et d'Europe du Sud. Est-ce que la stratégie chinoise, c'est une stratégie moins bruyante peut-être que celle de l'intervention militaire russe en Syrie, mais qui est tout de même une stratégie à long terme et beaucoup plus puissante en quelque sorte que celle des Russes. Vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs. Ben oui, c'est une autre puissance, 1,4 milliard d'habitants, un développement économique gigantesque, une puissance qui est quand même ascendante, alors que la Russie a été une puissance déclinante après la chute de l'Union soviétique, et disons qu'aujourd'hui est sur un plateau. Le déclin s'est arrêté, mais la Russie ne sera plus jamais puissante comme elle l'était au temps de l'Union soviétique. Donc tout ça a changé, et c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait depuis le temps d'Obama et puis le temps de Trump, on disait, bon, les Américains maintenant ne se préoccupent plus ou se préoccupent moins du Moyen-Orient parce qu'ils sont préoccupés par la Chine, et que le principal conflit va être avec la Chine. Mais pour se préoccuper de la Chine, il faut se préoccuper du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se préoccuper de l'Iran sans se préoccuper de la Chine, et se préoccuper de la Chine sans se préoccuper de l'Iran. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui, le problème avec la Chine, c'est pas pour les Américains, c'est pas simplement Taïwan, mais c'est aussi l'Iran, et c'est aussi cette concurrence commerciale en Afrique, et même au Moyen-Orient, et même en Israël. Donc on a aujourd'hui, on a finalement une nécessité pour les Américains de revenir sur le terrain du Moyen-Orient, pas pour les mêmes raisons qu'auparavant, mais parce que c'est sur ce terrain que va se jouer la concurrence avec la Chine. Alors, dernière question, puisqu'il nous reste 3 minutes à présent. Au final, si on a dessiné des grandes tendances, d'ailleurs fort intéressantes grâce à vos explications, cette nouvelle guerre froide, une expression qu'il faut manier entre guillemets, qui est une guerre froide triangulaire, est-ce qu'elle ne rend-elle pas, le monde encore bien plus incertain, instable, surtout en pleine pandémie planétaire de coronavirus? On a l'impression que les structures traditionnelles de la vie internationale, celles qu'on avait connues depuis quelques décennies, sont en train d'être complètement redéfinies aujourd'hui. Alors ça, vous avez tout à fait raison. On devrait avoir besoin normalement, face à une crise qui touche tout le monde, tous les pays, mais qui ne touche plus la Chine depuis un an. Et c'est bien le problème. On aurait normalement besoin de coopération internationale. Elle a joué la coopération internationale sur les vaccins, sur la recherche, etc. Mais on aurait besoin de coopération internationale. Comme l'avait dit le président allemand l'année dernière, ce n'est pas une guerre contrairement à ce qu'avait dit Macron, d'ailleurs le président allemand lui disait autre chose, il disait ce n'est pas une guerre entre humains, c'est une guerre de toute l'humanité contre le virus, contre la maladie. Et en réalité, c'est un peu idéaliste comme point de vue, parce qu'en réalité, c'est le Covid dont on ne connaît toujours pas exactement les causes, dont on ne connaît pas, et là je ne reprends pas des théories complotistes sur le fait que ça aurait été fabriqué sciemment, etc., mais en tout cas, on ne sait pas dans quelle mesure le gouvernement chinois porte une responsabilité de la genèse du Covid et surtout de sa prolifération à l'extérieur, ne serait-ce qu'en n'avertissant pas suffisamment à temps les autres pays, qu'en ne donnant pas tous les éléments à l'OMS, etc. Donc il y a une forte suspicion. On pourra peut-être regarder le Covid comme un élément du conflit géopolitique pour la domination entre la Chine et les États-Unis et les autres puissances. Donc là, effectivement, c'est évidemment inquiétant de voir que la crise du Covid, qui aurait pu, dans l'idéal, et qui aurait dû réunir les nations contre un ennemi commun, puisqu'il frappe tout le monde, d'une certaine manière, cette crise du Covid accélère les confrontations, accélère les concurrences, et surtout, la Chine, s'en étant sortie bien avant, en tout cas d'après les informations qui viennent de la Chine a pris une avance, et la question, ça va être, après cet arrêt de l'économie mondiale pendant un an, voire plus pour certains pays, qui va rebondir en premier.
Et de ce point de vue-là, les Américains ont été très touchés, les Européens sont encore plus touchés. Et donc, le Covid, évidemment, va profiter et profite aux Chinois. Et donc, le monde n'est pas moins dangereux qu'il l'était avant le Covid. Et il est très divisé. Le monde est très divisé. Du temps de la guerre froide, il y avait au moins un certain type d'ordre. Il y avait d'un côté le bloc de l'Est, de l'autre côté le bloc de l'Ouest, avec ce conflit entre la Chine et l'URSS qui a débuté à partir de 1960, qui était idéologique et politique, et même étant deux puissances communistes, les Chinois accusaient Khrouchtchev d'avoir rompu avec Staline, d'avoir dénoncé le stalinisme, etc., d'être trop libéral. Bon, maintenant, c'est plutôt la Chine qui est plus en avance sur le plan économique, sur le plan du capitalisme, mais il n'y a jamais eu, il y a toujours eu de blocs, mais il y avait quand même au sein des blocs des rivalités, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde plus multipolaire que jamais, et peut-être ce qu'essaye de faire Biden, c'est de mettre un peu d'ordre là-dedans et de réunir Européens et Américains dans la vieille alliance transatlantique qui a permis de mener la guerre froide et de gagner la guerre froide contre les soviétiques en 1989. Écoutez, merci Michel, on arrive au terme de notre temps. Merci pour ces précisions fort intéressantes et merci de nous avoir consacré du temps. À bientôt et bonne santé à tout le monde. À bientôt.